Il est l'heure de se réveiller. Séquence ciné. Le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Sorbonne Université. Vous écoutez Séquence Ciné, la version 2.0 de Sorbonne Université. Pour la première de l'année et pour tous les 15 jours à suivre, nos chroniqueuses vous présentent leur point de vue sur une sélection de films. Oriane, tu vas nous parler d'Armageddon Time, sorti le 9 novembre, un récit personnel dans lequel le réalisateur livre une part de son enfance, un hymne à l'amitié, à l'art et à la famille, tout en soulignant les problématiques américaines des années 80. Et oui Mallory, après Ad Astra, James Gray nous plonge avec Armageddon Time dans un univers plus intime, quasi autobiographique. Dans le New York des années 80, on suit un bout de vie de Paul Graff, 12 ans, lors de sa rentrée en 6e. Cette rentrée, symbole de rupture avec l'innocence, sonne comme la période de nouvelles rencontres. Paul fait la connaissance de Johnny, jeune afro-américain vivant avec sa grand-mère gravement malade. Johnny est pauvre, Paul est aisé. En dépit de leurs différences de classe sociale, les deux garçons vont devenir amis. Paul fait partie d'une grande famille juive. Parmi ses membres, le grand-père, joué par Anthony Hopkins, apparaît comme une figure centrale pour le petit garçon. Grandpa soutient Paul dans son projet de devenir artiste, tandis que Johnny veut devenir astronaute, rêve qui, lui, s'effondre peu à peu. Une playlist pop R&B accompagne le film. Sur fond de Sugar Hill Gang, le réalisateur nous montre le racisme banalisé et les contradictions des opprimés devenant oppresseurs. Les parents Graff ne sont pas enchantés de ce nouvel ami et sa couleur de peau en est, implicitement, l'une des raisons. L'impétuosité de Paul, opprimé au sein de sa famille, est d'ailleurs assez vite agaçante à l'écran. Banks Rebecca n'est pas particulièrement bien dirigé et laisse transparaître une certaine fadeur à l'écran. Il fait tâche à côté d'Eden Dambrin ou Gustave Dewell qui déchirent le cœur dans le récent Close. Toutefois, Johnny, joué par Jalen Webb, régule cette performance par la justesse de son personnage de sacrifié. James Gray réussit à mettre le doigt sur une Amérique raciste, dans laquelle les Afro-Américains sont perçus comme des étrangers. La famille Graff, originaire d'Ukraine, se sent également opprimée. On ressent cette contradiction de ceux qui ne sont pas assez américains pour le continent, mais trop américains pour leur pays d'origine. Anthony Hopkins incarne cette figure de grand-père témoin, dont la mémoire apporte des indices sur l'immigration de cette famille ukrainienne vers les États-Unis. Grandpa insiste sur la meilleure éducation pour ses petits-enfants et cette volonté de réussite académique rythme le film. Le grand-père sert de nombreuses fois cette philosophie de devenir la meilleure version de soi-même. Cet énoncé est tant martelé que le spectateur n'a presque plus envie d'y croire. Le message que souhaitait faire passer James Gray devient, à mon sens, forcé et de ce fait, assez épuisant. Le couple que forment Anna Thaoué et Jeremy Strong, les parents de Paul, manque cruellement d'alchimie. Jeremy Strong incarne un père très contradictoire, à la fois protecteur et violent, que le spectateur de 2022 a du mal à cerner. Est-il touchant? Est-il cruel? Les questions restent en suspens. Le film ne laisse pas beaucoup de place aux figures féminines qui sembleraient pourtant essentielles dans la construction de l'identité du jeune Paul. C'est dommage. Anna Thaoué nous laisse un peu frustrés par une performance qui est loin d'être la meilleure de sa carrière. J'ai découvert James Gray par ce film et c'est décevant. Le film traîne en longueur et nous sert un récit auquel on peine à croire. Anthony Hopkins reste fabuleux, mais son précédent rôle d'homme mûr, pour ne pas le dire autrement, dans The Father nous avait déjà conquis. Il existe tout de même des éléments positifs à ce film, la fin est surprenante et il nous laisse bouche bée tant on ne l'avait pas vu venir. Les deux garçons forment un beau duo à l'écran, tout comme Paul et son grand-père. On regrette même que le vieil homme et Johnny ne se rencontrent pas, ce qui aurait pu créer une belle séquence émotion. Enfin, la relation que Paul entretient avec l'art demeure touchante. À mes yeux, c'est là où le jeu de Banks Rebecca est le plus sincère. Les scènes d'art, à l'école ou à la maison, sont les plus fortes. Elles nous décrochent quelques rires, mais aussi quelques larmes, notamment quand Grandpa offre un set de dessin à son petit-fils. Le film offre un panel de moments de vie, de mort, de joie, mais aussi de morosité. On en sort remué par la profonde relation entre Paul et son grand-père. Gray dresse le portrait d'un enfant bafoué et censuré qui semble avoir des choses à dire. Armageddon Time n'est pas un mauvais film, mais il aurait pu être bien meilleur. Du coup, un peu déçu, mais est-ce que tu recommandes quand même ce film? Bah oui, parce qu'en fait, il y a un effort de mise en scène et de réalisation qui est notable, et au moins pour ça, ça vaut le coup. Merci Oriane. Camille, toi tu vas nous parler d'un film sorti le 16 novembre, Plus que jamais, de Émilie Atef. Absolument. Un film dans lequel on peut retrouver Vicky Krieps, accompagnée de Gaspard Ulliel qui nous émeut et secoue notre âme pour la dernière fois au cinéma. Plus que jamais, c'est avant tout une histoire d'amour qui se finit. Celle d'Hélène et de Mathieu, jeune couple de trentenaires installés à Bordeaux depuis quelques années, où la légèreté des premiers instants éphémères
semble avoir laissé place au fracas des rêves brisés qu'a provoqué l'annonce de la maladie d'Hélène. Fini les plans sur la comète, les chamailleries au sujet du choix de prénom de leurs futurs enfants et de la couleur des chambres qu'ils n'auront jamais. Fini les engueulades dans les embouteillages lors des départs en vacances pour rejoindre les copains sur la côte ouest. Fini les rêveries qui imaginaient leur corps ridé et abîmé par les années, mais toujours enlacés par l'amour qu'ils n'auraient jamais cessé de se porter. Leur vie n'est rythmée que par la mélodie d'aujourd'hui, car demain leur est incertain. Hélène pose alors la question la plus existentielle qui soit. Que faire lorsque l'on est mourant ? Une question bouleversante qui mène le fil de cette histoire tragique où s'opposent les vivants aux mourants. Hélène se sent seule, incomprise, maternée, du mauvais côté de la vie. Celui où l'on n'ose plus la regarder dans les yeux, où l'on n'ose plus lever un mot plus haut que l'autre, où l'on n'ose plus parler sans que des sanglots ne fassent écho. Hélène est enfermée dans ces regards bienveillants qui l'étreignent, un peu trop fort parfois, allant jusqu'à l'étouffement et l'implosion de ses sentiments. Même Mathieu, son confident de toujours, le seul avec qui elle partage ses doutes et ses peines, lui devient étranger. Ses regards qui l'implorent de rester avec lui dans cette vie, sa tendresse qui la caresse chaque instant qu'elle semble s'éloigner, sa volonté de l'aimer, comme si rien ne pouvait leur arriver, et même ces mots qui l'ont longtemps rassurée lui deviennent étrangers. Hélène est en apnée, et elle sait que c'est seule qu'elle pourra y échapper, loin de cette vie qu'elle a toujours menée. C'est donc en Norvège, au cœur des montagnes et des lacs, qu'elle trouve son point d'ancrage et la force de faire le choix qui lui est imputé. Vivre ou survivre à n'importe quel prix, telle est la question à laquelle Hélène répond au sein de ce long métrage, sublimant cette recherche de l'absolu qui la conduira jusqu'aux confins de sa liberté et de son amour pour Mathieu. Une histoire déchirante qui nous rappelle combien demain est loin et qu'aujourd'hui il faut profiter de cette vie. Et comme le disait Jeanne Moreau, la vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous étiez déjà en train de prévoir autre chose. Alors plus que jamais, choisissez de vous laisser porter, car quoi que vous choisirez, ça ne sera finalement pas vous qui déciderez. Merci Camille. Anaïs, toi tu as été voir Simone Veil, Le Voyage du siècle, qui est sorti le 12 octobre. Ouais, c'est ça. Il y a pas longtemps, je suis allée voir le fameux, le grand, le tant attendu tout dernier film d'Olivier Dahan. Vous en avez forcément tous entendu parler. Et oui, je sais, je suis un poil à la bourre. Anaïs, ça fait plus d'1 mois qu'il est sorti. Oui, enfin bon, vaut mieux tard que jamais. En tant que féministe qui se respecte, je pouvais pas passer à côté de ce film, de cet honneur fait à cette grande dame, et je n'ai pas été déçue. Je dis tant attendu car le film était à l'origine censé sortir en 2021, mais pour des raisons que nous connaissons tous, sa sortie a été retardée. Ce film, basé sur les mémoires de Simone, nous emporte dans sa réflexion alors qu'elle en écrit le brouillon. On est ainsi transporté dans la vie de Simone et les événements qui l'ont marquée. Je me permets de l'appeler aussi familièrement car s'il y a bien quelque chose qu'on apprend sur ce personnage, c'est qu'elle ne s'embête pas des étiquettes et des formalités. On est bien sûr transporté dans son histoire avec la Shoah, mais aussi sur sa relation avec sa famille. Toute une réflexion est portée sur le silence imposé aux déportés et leur souffrance. La souffrance de Simone Veil et ses proches dans cette honte imposée par la société à ses victimes qui la motive à s'engager non sans mal en tant que femme dans le droit. Le combat de la vie de Simone Veil, c'est les oubliés de la société et les victimes qu'on rend honteuses de leur souffrance. On la suit dans ses grands combats, notamment pour les conditions de détention des détenus dans les prisons, des addicts, justement la représentation des victimes de la Shoah, et bien entendu son combat sur la loi Veil sur la légalisation de l'avortement en 1975, mais aussi son élection à la présidence du Parlement européen en 1979. Je vous en dis pas plus. Note intéressante, les 2 actrices qui interprètent Simone, Rebecca Mader et Elsa Zilberstein, par volonté du réalisateur, ne se sont pas croisées sur le tournage afin de proposer chacune leur interprétation de cette grande figure de l'histoire française. Ainsi, Olivier Dahan revient sur les écrans 8 ans après La Môme avec ce film en l'honneur de son père, grand admirateur de Simone, qui vous transporte et vous touche, en témoigne le silence poignant et voire les applaudissements qui emplissent les salles à la fin de la projection. Merci Anaïs, et malgré qu'il soit sorti il y a plus d'1 mois, le film, signe de succès, est toujours disponible en salle. On se retrouve donc dans 15 jours pour de nouvelles recommandations, et la semaine prochaine, nos reporters Pia, Abel et Lisa vont vous faire vivre le festival Territoire en Images de l'association Art Image qui s'est tenu du 24 au 27 novembre. C'était Séquence Ciné, présenté par Mallory.